Foucras, merci de nous recevoir. Vous êtes connu pour avoir osé dénoncer les malversations des laboratoires pharmaceutiques et leurs liens avec les politiques. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Je ne suis pas la première à avoir dénoncé ce type de phénomène. Je peux vous dire, je pourrais vous citer de nombreux noms. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Philippe Even, on parle de Bernard Debré. Je pourrais vous citer Éric Giacometti qui a bien dénoncé le scandale du vaccin hépatite B. Je pourrais vous citer Sylvie Simon. Je pourrais aussi vous citer Roger Langlais, Philippe Pignat. Et aux USA, Angèle Marcia. Donc, je ne suis pas la première. Je me suis d'ailleurs pas mal servi de leurs écrits, souvent, pour me documenter. Et c'est vrai que les laboratoires pharmaceutiques ont des liens avec tout le monde. Avec tout le monde et notamment avec les politiques. Alors, dans notre cas, à nous, victimes du vaccin hépatite B, celui auquel on doit penser, on ne peut pas l'éviter, c'est évidemment Philippe Douste-Blazy. Alors Philippe Douste-Blazy, on a cherché d'ailleurs parce qu'on avait quand même des doutes très sérieux sur ses relations avec certains laboratoires, notamment le laboratoire Pierre Fabre dans le Midi, qui a fait sa carrière depuis le maire de Lourdes jusqu'au maire de Toulouse, et ensuite, vous le savez, député, ministre, etc. Bon, tout ça, ça n'est pas très clair. Et on a cherché donc, avec mon avocate, à l'époque, c'était donc dans les années 2000, on a voulu aller en Cour de justice de la République pour qu'il y ait une instruction et que l'instruction fasse la vérité sur les rapports de M. Philippe Douste-Blazy avec, par exemple, Sanofi ou avec Pierre Fabre, ou enfin, parce que vous savez aussi que Pierre Fabre est en relation d'affaires, joint venture, je pense que ça se prononce ainsi, je n'ai pas fait d'anglais, avec Biomérieux, donc avec les fabricants de vaccins. Eh bien, notre plainte n'a pas été reçue. Et pourtant, c'était une plainte qui était assez justifiée parce qu'il y avait quand même, nous étions 5 familles à ce moment-là à porter cette plainte. 2 avaient perdu un enfant d'aplasie médullaire suite à la vaccination hépatite B. Les 3 autres, eh bien, c'était à la fois une jeune femme morte d'une démyélinisation massive et donc 2 scléroses latérales amyotrophiques, dont mon mari qui était mort aussi. Donc, on trouvait quand même qu'il y avait quelques raisons de s'interroger sur la façon dont avait été gérée cette campagne de vaccination par des politiques. Et alors, on avait associé au nom de Douste-Blazy, qu'on voulait quand même voir un peu, comment dirais-je, éclairé à nos yeux, on avait ajouté François Mattei, qui a été ministre ensuite, et Kouchner, parce que Kouchner a quand même eu une attitude un peu curieuse, si vous vous rappelez, c'était en 1998. Il a expliqué qu'il fallait suspendre la vaccination dans les collèges. Il avait donc reçu des informations incontestablement, des accidents chez des enfants. Et que cependant, ce vaccin, il pouvait parfaitement continuer à être vendu, être injecté. Et il fallait simplement le faire avec les médecins de famille. Ce qui était très astucieux parce que ça libérait l'État de toute responsabilité et ça permettait quand même de continuer à vendre. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont quand même obtenu ensuite le marché de tous les bébés du monde. Donc s'ils ont perdu le marché des adultes en 98, pas de tous les adultes, il y a encore des obligations professionnelles, mais enfin les gens en général, ils ont récupéré quand même le marché mondial des bébés. Donc les politiques, oui, on a souvent des doutes parce qu'on sait aussi que, à l'époque, les dessous de table pour les élections, c'était fréquent. Bon, après, il y a eu une loi, mais les lois sont faites, comme on le sait, en France pour être contournées, donc il y a d'autres moyens, évidemment, éventuellement. Et puis, il y a des pressions qu'on exerce tout bonnement sur quelquefois des politiques qui sont de bonne volonté.
Par exemple, on va expliquer aux politiques, on va expliquer aux magistrats, ah, si vous donnez raison à ce monsieur ou à cette dame qui porte plainte, elle a peut-être raison de porter plainte parce qu'effectivement, elle est victime, mais vous allez décourager les autres de ces vaccins, vous allez mener en quelque sorte une politique anti-vaccinale, et c'est pas possible, ça l'intérêt de la nation veut que... Voilà. Alors il y a certains politiques, bien sûr, qui se laissent prendre tout à fait à ce type de raisonnement. Alors, dans vos livres, on peut apprendre que de nombreuses personnes, médecins, experts, ont des conflits d'intérêts. Pouvez-vous nous indiquer comment ça fonctionne? Et pour quelles raisons les médecins doivent obtenir le soutien des laboratoires pour financer leurs études, par exemple? Concernant les experts, on peut dire que pratiquement tous les experts ont des conflits d'intérêts. Alors, ils vous expliquent qu'ils sont suffisamment indépendants d'esprit pour que ça ne pèse pas sur leurs décisions. Certains vous disent, c'est par exemple le président du CTV, mais aussi d'autres, ils vous disent, mais plus on a de conflits d'intérêts, mieux on est défendu. Parce que justement, défendu, je m'entends, mieux on se défend. Parce que finalement, on en a tellement que dans le tas, voilà. Bon, tout est bon à justifier les conflits d'intérêts. Alors on vous répond, oui, mais il faut des experts qui soient compétents et ils sont forcément en conflit d'intérêts parce que la compétence, ça s'acquiert avec aussi la fréquentation des fabricants, des laboratoires. Oui, évidemment, ça c'est vrai. Mais donc on voit que le juge d'instruction, par exemple à Paris, Madame Berthel-Geffroy, n'arrive pas à trouver d'experts indépendants. C'est un petit peu contrariant. Alors, ils ont tous des conflits d'intérêts, plus ou moins, mais pourquoi est-ce que... Alors, les médecins. Alors, les médecins, c'est plus compliqué. Je ne pense pas que le généraliste de base ait des conflits d'intérêts, ça me paraît très peu vraisemblable. Quand on monte dans la hiérarchie hospitalière, c'est très différent. Et alors là, on a tous les cas de figure. On a celui qui a des conflits d'intérêts parce que ça l'ennuie pas du tout de toucher quelques royalties à droite ou à gauche, ou bien parce que justement il a créé des médicaments fabriqués par tel laboratoire et il reçoit des émoluments. Bon, ça c'est le cas qui est arrivé, notamment dans le cas des scléroses latérales amyotrophiques, où le principal neurologue très connu, qui sert de modèle à tous les autres en quelque sorte en France, et qui avait fabriqué ce fameux médicament Rilutec qu'on donne dans les cas de sclérose latérale amyotrophique. C'est un médicament qui n'a pas beaucoup d'efficacité, mais bon, il existe, très 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 cher. Je pourrais même vous en dire le prix, parce que mais enfin, je ne sais pas si je vais trouver le prix tout de suite ici, mais c'est considérable. Hein. Bon, ben, ce sont des gens qui gagnent de l'argent avec leur lien avec le laboratoire. Et puis alors, il y a les médecins hospitaliers qui se trouvent dans la situation qui n'ont plus de crédit pour faire vivre leur secteur hospitalier, puisque l'État se retire de tout ce qui est hôpitaux, n'est-ce pas? Et donc il faut trouver de l'argent, et l'argent, où est-ce qu'on le trouve? Évidemment, chez les industriels de la pharmacie. Alors l'exemple du Rilutec, par exemple, je vous en donne le prix, quand même, c'est pas mal. Hein. C'est 361,47 € la boîte. Ça coûte, pour un traitement pendant un an, ça coûte 4300 €. Comme il y a 9000 malades en moyenne en France, ça fait, si je ne me trompe, 39 millions, enfin près de 40 millions, voilà, qui sont d'ailleurs payés cash par l'assurance maladie. Bon, donc ces médecins, il y a ceux qui sont intéressés parce qu'ils ont fabriqué quelque chose, qu'ils ont inventé quelque chose, et puis il y a ceux qui ont besoin d'argent. Moi j'en connais un qui s'occupait aussi d'un secteur de SLA dans le sud de la France, et qui n'a pas assez d'argent pour ses lits d'hôpitaux. On lui a donné, Sanofi lui a donné des lits d'hôpitaux. Bon, ben voilà, ça crée un lien de reconnaissance ensuite, c'est toujours un petit peu délicat. Alors autrement,
c'est la faute de l'État, si l'État finançait. C'est le même problème d'ailleurs au niveau européen. Quand on sait que les MEA, c'est 70% financé par les laboratoires, on peut s'interroger, puisque c'est les MEA qui déterminent, par exemple, les AMM, hein, comment ça s'appelle déjà, les autorisations de mise sur le marché. C'est sûr que payé par les laboratoires, on a tendance un petit peu à être un peu laxiste, disons. Et puis l'OMS, c'est pareil, l'OMS. Hein, l'OMS aussi, les États ne financent plus l'OMS, ou très peu. Donc il faut trouver l'argent là où il est, et ce sont ces situations-là qui deviennent totalement catastrophiques. Et ça n'existait pas avant. Ça existe depuis une trentaine d'années, à peu près 30-35 ans, mais alors ça devient vraiment très, très général. Vous dites depuis 30 ans, l'État se retire des recherches médicales et que du coup, la recherche est aux mains du privé. Mais pourtant, il me semble qu'il y a eu des affaires avant, il y a 30 ans. Est-ce que c'était moins pire à l'époque? Est-ce que c'était mieux? Je dis il y a 30 ans, surtout parce que depuis 30 ans, la mondialisation a fait que ces laboratoires qui autrefois étaient de relativement petits laboratoires se sont regroupés et sont devenus de véritables monstres internationaux et mondiaux, avec une puissance considérable, qui vivent d'ailleurs avec des fonds de pension, où les actionnaires ont un poids considérable, et où la santé est devenue vraiment le dernier des soucis. Ce qui compte, c'est le fric. Donc c'est pour ça que je dis que c'est surtout depuis il y a 30 ans, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des scandales avant. Mais d'abord on les connaissait moins, parce qu'il n'y avait pas les mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui. Et puis, il n'y en avait quand même pas de l'ampleur de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et leur multiplicité, parce qu'on peut dire qu'on a presque un scandale de santé publique, je dirais pas tous les mois, mais au moins 2 ou 3 fois par an. Ça commence à devenir quand même ahurissant. Et ça, je pense que c'est lié à cette force énorme qu'ont ces multinationales de la pharmacie, entre autres, ou de la chimie d'ailleurs, hein. D'autres encore, les pétroliers c'est pas mieux, et beaucoup d'autres du même genre. Hein. Et là, il faudrait quand même réagir, hein, parce que là, ça va mal. Existe-t-il un office indépendant d'autorisation de mise sur le marché? J'en connais pas. Si vous en connaissez, vous me le direz, je serais contente de l'apprendre. Je n'en connais pas. Je sais qu'aujourd'hui, ce ne sont même plus les États qui délivrent les AMM, c'est l'Europe. C'est au niveau de l'EMEA, au niveau européen, que les AMM, les autorisations de mise sur le marché, sont délivrées. Parce qu'il faut faire une sorte de politique globale pour tout le monde, enfin voilà. Alors, après la mise sur le marché, il y a aussi la pharmacovigilance, déclarer les effets indésirables, les effets secondaires des médicaments. Est-ce que les effets indésirables sont tous déclarés à l'AFSAPS ou à la NSM? Oh là là, quelle question! Alors, pour commencer, il faudrait rappeler un peu ce que c'est que l'AFSAPS et la NSM. L'AFSAPS, elle est née après l'histoire du sang contaminé. L'agence s'appelait à ce moment-là l'agence du médicament. Aujourd'hui, elle est devenue l'ANSM après l'affaire du Mediator. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un très grand scandale de santé publique, l'agence change de contenant, d'apparence, de façade, mais elle reste ce qu'elle est. Alors il y a bien quelques petites personnes qui se font mettre un peu à l'ombre quand se sont ont été assez maladroites pour se faire repérer. Il y a par exemple le professeur Alexandre là qui vient de se faire mettre en examen dans l'histoire de l'amiante. Bon, mais puis il y a donc M. Marimbert qui dirigeait l'AFSAPS et qui a été remplacé par M. Maranaki. Ce qui n'est d'ailleurs pas forcément la preuve qu'il ait été moins vigilant que M. Maranaki le serait, puisque M. Marimbert avait notamment accepté les études sur l'aluminium faites à l'hôpital Henri Mondor, et que tout le monde à l'hôpital Henri Mondor a été très très surpris d'apprendre
que justement l'ANSM voulait les stopper. Donc, vous voyez, c'est pas toujours, enfin, on ne comprend pas toujours très bien comment ça fonctionne. Alors, vous m'avez posé la question de savoir s'il y avait de la sous-notification. Alors là, c'est absolument phénoménal. Il y a tous les degrés de sous-notification. Dans certains cas, quand une maladie a particulièrement attiré l'attention, comme c'est le cas des scléroses en plaques, je dirais CEP maintenant, ça sera plus clair, plus simple. Quand on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de CEP en France suite à la vaccination hépatite B, il y a eu donc à la pharmacovigilance, à l'AFSAPS de l'époque, réunion pour déterminer quel était le degré de sous-notification. Et c'est Madame Costagliola qui a déterminé, après de multiples calculs, qu'il fallait établir pour la CEP un degré de sous-notification, un coefficient, ça s'appelle comme ça, de 2,5, ce qui veut dire que quand on vous donne un chiffre de 7, vous multipliez par 2,5 pour trouver le nombre vraiment de gens qui ont été touchés. C'est une façon approximative encore, mais enfin qui a sa raison d'être. Mais pour les autres maladies sur lesquelles personne n'a attiré d'attention, je pense à la sclérose latérale amyotrophique évidemment, mais je pense aussi aux aplasies médulaires, aux polyarthrites rhumatoïdes, à toutes ces autres maladies extrêmement variées et nombreuses qu'a déclenché le vaccin hépatite B. Personne ne s'est jamais préoccupé de savoir quel était le degré de sous-notification. Donc ça peut aller, dans certains cas c'est 1 cas sur 100 qui est déclaré. Oui, ça c'est prouvé. C'est prouvé, les États-Unis l'ont prouvé. Pour certaines maladies, les VAERS, comme on dit là-bas, l'ont prouvé. Donc, on a tous les degrés. Et moi, par exemple, pour la SLA, je suis à peu près convaincue que ça doit être à peu près, disons, 1 ou 2 cas sur 100. Ça ne m'étonnerait pas. Vous parliez de la SLA en disant que c'était extrêmement sous-notifié. Comment est-ce que ça peut être possible alors que ce n'est pas exactement une maladie qui passe inaperçue? Eh bien, si. Elle passe parfaitement inaperçue, quoiqu'elle soit gravissime et toujours mortelle et rapidement mortelle. Et c'est justement parce qu'elle est rapidement mortelle qu'elle passe inaperçue. Parce qu'à la limite, quand un monsieur ou une dame a attrapé ça et qui meurt dans les 2 ans à 3 ans qui suivent, c'est comme si pratiquement il n'avait pas existé. On ne se rappelle même plus qu'il a existé. Et c'est comme ça que les laboratoires, parce que je suis absolument convaincue de la chose, j'en ai quasiment des preuves. Quand les laboratoires ont découvert qu'il y avait des SLA, parce qu'ils l'ont découvert, eux, mais vous chercherez toujours ça sur leur notice, c'est pas indiqué. Quand ils ont découvert ça, ils se sont dit, il faut étouffer ça. Et c'était très facile d'étouffer ça. D'abord parce que les malades meurent très vite, que la maladie est tellement épouvantable que le malade lui-même, bon, il n'a plus aucun pouvoir de résistance, hein, il faut déjà qu'il se batte contre sa maladie. Sa famille est totalement épuisée, je l'ai connu personnellement, donc je sais ce dont je parle, est tellement épuisée que l'idée même de se battre, elle n'y pense pas. Quand ensuite le malade est mort, je connais pas mal de familles qui ont beaucoup souffert de ça, hein, mais qui en ont tellement souffert justement qu'elles ne peuvent plus survivre à leurs souvenirs qu'en l'effaçant. Et alors j'en connais beaucoup qui effacent tout, qui veulent ne plus en entendre parler. Donc c'est très facile de sous-notifier dans ces cas-là. Et donc les laboratoires ont sauté là-dessus incontestablement. Et dans l'association qui gérait la seule association en France, il y en avait une à Marseille, plus petite, puis l'autre à Paris à la Salpêtrière, il y avait une équipe. Un beau jour en l'an 2000, la majorité des morts, c'était les années 98, 99 et 2000. Hein. Là, vraiment, il y a eu un pic des morts absolument extraordinaire. Je pourrais d'ailleurs vous préciser ça. Et donc,
là, on a vu arriver à la tête de cette association une dame qui venait de l'industrie pharmaceutique lyonnaise, hein, mais pas la petite pharmacie de quartier, hein, bon, la grosse industrie pharmaceutique, qui a été littéralement parachutée à la tête de tout ça, et qui nous a empêchés, parce que nous étions quand même un certain nombre de familles à vouloir témoigner, dire ce que nous avions vu, vécu, compris. Elle a tout fait pour nous faire taire, elle nous interdisait de communiquer entre nous. Quand on a demandé d'établir ce qui était quand même primaire à faire, élémentaire, une liste des vaccinés à gauche, une liste des non-vaccinés à droite, et devoir essayer de comprendre si vraiment il y avait un lien, enfin c'était élémentaire à faire, elle nous a répondu, ça n'est pas possible, parce que la CNIL, je pense que vous savez ce que c'est que la CNIL, donc c'est... Commission nationale de la informatique et liberté, nous l'interdit. Alors nous avons écrit à la CNIL, j'ai toujours le numéro de la saisine, parce qu'on m'a répondu, et on m'a répondu, mais on n'a jamais été contacté, on n'a jamais rien interdit du tout. Donc on a eu des mensonges vraiment flagrants de ce type. Voilà, donc c'est une maladie qui finalement, ben, c'était pas si difficile à cacher que ça, et on l'a très très bien cachée. Et encore aujourd'hui, on vous parlera des CEP. Oui, c'est très bien d'ailleurs qu'on parle des CEP, je trouve qu'il y a des malades de CEP, et il faut les défendre. Mais d'un autre côté, on ne vous parlera jamais des autres maladies, et pas plus d'ailleurs, de la sclérose latérale amyotrophique. Elle n'existe pas. Vous avez parlé d'un pic aux alentours de 1999. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Ben, ce pic m'a intéressé par rapport à la SLA, dans la mesure où la vaccination a eu lieu en 1996, et qu'en général, les gens meurent 3 ans après. Donc 96-99, c'est clair, hein. Bon, c'est là qu'effectivement on a constaté que le nombre de gens qui mouraient de SLA en France était assez considérable à ce moment-là. Et d'ailleurs, il y avait aussi une réflexion qui a été faite, je ne sais pas ce qu'est devenue cette journaliste du Monde, mais elle s'appelait Régine Artois. Et son article date du 1er janvier 2002, dans Le Monde. Elle écrivait « Ce service, le service de la Pitié-Salpêtrière à Paris, SLA, reçoit chaque année environ 900 personnes touchées par la SLA, ce qui constitue le plus grand recrutement du monde. » Alors quand on sait que la France a été le pays qui a le plus vacciné au monde, on peut quand même se poser la question. D'autre part, je voudrais quand même aussi vous signaler donc que ce sont les chiffres des ALD, donc les affections de longue durée, en France, justement dans ces années-là, entre 1990 et 2001, parce qu'on n'arrive pas à avoir des chiffres. On a essayé au REVAB, le REVAB c'est le réseau de soutien des victimes de vaccins hépatite B, qui recoupe toutes les maladies, hein, il y en a énormément. On n'arrive pas à obtenir de chiffres. C'est très très difficile, il n'y a pas de chiffres. Bon, donc il y a la seule solution, c'est d'aller voir la CNAM, c'est-à-dire l'assurance maladie, hein, de manière à savoir combien de consultations ont été, ou médicaments remboursés, ou des trucs comme ça, pour telle ou telle ou telle ou telle maladie. On a quand même des idées. Ce sont des idées, ce sont des approximations. Alors, moi j'ai cette courbe des admissions en ALD sur la France entière entre 1990 et 2011. Et 2001, pardon. Donc, il y a 4 maladies qui ont été suivies plus particulièrement. La sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde, la périarthrite noueuse, et le lupus érythémateux disséminé, et les maladies neuromusculaires graves de type SLA. Je pense que la SLA devait en constituer certainement une très grosse partie. Peut-être pas la totalité, mais en tout cas certainement une très grosse partie. Alors on arrive à ceci que,
En 90, il y avait 2556 ALD pour la CEP. En 2001, il y en a 4234, ce qui fait un bon doublement. Pour la polyarthrite rhumatoïde, on est passé de 8623 en 90 à 10 843. Ça fait une augmentation relative, importante quand même. Le lupus érythémateux disséminé et la périarthrite noueuse est passé de 2151 cas à 5435. Bon, ça a largement doublé là aussi. Mais alors, les maladies neuromusculaires graves, alors là, c'est sidérant. Parce qu'il y avait 5849 ALD en 1990, et en 2001, il y en a 15 607. Et quand on voit à partir de quand il y a vraiment eu un saut considérable, eh bien c'est précisément après la vaccination hépatite B. Parce que on avance petit à petit. D'abord dans les 5000, on va rester dans les 5000 jusqu'en 96. En 96, on est à 5984. 97, on passe à 8350. 98, 8626. 99, 9009. 2000, donc on a passé les fameux 3 ans. 14 070. Et 2001, 15 607. Il y a donc un saut là qu'il faudra nous expliquer. Je sais très bien que les ALD, ce n'est pas forcément des gens qui ont été vaccinés. Ce sont des gens qui ont développé la maladie. Ils n'ont pas forcément été vaccinés, puis ce sont des maladies qui existaient préalablement au vaccin. De toute façon, elles ont des maladies de Charcot, celle-là, elle existe depuis le 19e, on la connaît. Mais quand même, des sauts aussi monumentaux en un an, ça paraît absolument extraordinaire. Il faut qu'on nous l'explique. Alors là, moi, je pense qu'il y a quand même certainement... Enfin, il faut qu'on nous l'explique. Et on ne peut pas rester comme ça dans le noir pendant maintenant 15 ans. Ça fait plus de 15 ans qu'on attend la réponse, on l'a toujours pas. Et puis si c'est pas l'hépatite B, c'est autre chose. Donc de toute façon, il y a un problème. À partir du moment où il y a 4004 plus en un an... Oui, mais il y a une raison. Alors il y a une raison. Donc il faut trouver la raison. Si c'est pas l'hépatite B, c'est autre chose. Mais quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre que ça, à ce moment-là, précisément à ce moment-là? Comment est-il possible qu'une maladie aussi grave puisse se déclencher aussi rapidement, et vous disiez en 3 ans à peu près on en meurt? Bon, ce que vous me dites là, effectivement, c'est une question importante. Quand on posait la question à nos spécialistes de la SLA, que ce soit à la Salpêtrière, à Montpellier, partout où j'ai traîné mon mari pour essayer de tirer d'affaire, on nous répondait, pas partout d'ailleurs, et souvent avec des nuances, mais à certains endroits, à Salpêtrière notamment, oui, mais vous savez, la SLA, c'est une maladie qui met 22 ans à se déclarer. On la couvre pendant 22 ans, puis un beau jour, elle se déclare. Mais ajoutez quand même le professeur Ménager, qui est le grand Manitou de la SLA, oui, mais ce qui peut quand même arriver, c'est que la vaccination, comment il disait ça, que c'est le langage de la photographie, révèle la maladie qui est sous-jacente. Et alors à ce moment-là, évidemment, on la voit. Elle apparaît. Alors, nous, on avait tendance quand même à lui répondre, oui, mais enfin bon, si elle révèle, c'est quand même déjà beaucoup trop, parce que si, par exemple, le malade n'a pas été vacciné, ça ne sera jamais révélé éventuellement. Ou alors ça va se révéler quand il aura 90 ans. Bon, c'est quand même moins grave que quand il en a 50 ou 60 ou 70. Bon, on lui laisse quand même une espérance de vie. Mais il y a aussi le fait, je pense, car ça c'était les réponses qu'on nous faisait il y a une dizaine d'années, je pense qu'aujourd'hui la science avance et qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même dans ces vaccins des éléments qui sont capables de déclencher très vite une dégénérescence musculaire et neurologique.
C'est le cas par exemple de l'hydroxyde d'aluminium. Et les études de l'hôpital Henri Mondor sur la myofascite à macrophage montrent très bien, et ça, bon, ils ont fait vraiment l'étude avec tous les moyens techniques qu'il faut, l'imagerie médicale, etc. Ils ont très bien montré, moi je suis allée chaque fois suivre leurs exposés, c'était très intéressant et très scientifique. Hein. Comment ça... Bon, comment les macrophages, qui sont ces grosses cellules qui dévorent en quelque sorte les corps étrangers, dont l'organisme veut se défaire, bouffent en quelque sorte l'aluminium, hein, mais il y a un peu d'aluminium qui va s'éliminer par les reins, ce qu'on a cru très longtemps, mais on pensait que ça s'éliminait à peu près complètement par les reins, ce qui est complètement faux, parce que le reste passe des macrophages dans le sang, dans la lymphe, les organes lymphatiques, va dans la rate, de la rate passe la barrière hémato-encéphalique, monte au cerveau, se loge dans le cerveau et n'en ressort plus. Or, comme c'est un métal extrêmement toxique, neurotoxique, il détruit évidemment les sphères du cerveau où il s'est implanté, et voilà. Donc ça peut d'ailleurs, je suppose, moi je me l'explique comme ça, provoquer des maladies un petit peu différentes dans la mesure où c'est pas tout à fait, du moins des symptômes un peu différents, dans la mesure où c'est pas tout à fait la même sphère éventuellement qui est touchée. Mais dans les cas des maladies neuromusculaires, c'est évidemment tout le système neuromusculaire jusqu'à la moelle épinière, le cervelet, etc. qui est touché et qui entraîne la paralysie. Alors la myofascite est importante dans votre combat. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi et nous expliquer ce que c'est? La myofascite, elle a le mérite d'être une maladie qui jusque-là était inconnue, jusqu'à la vaccination hépatique B, disons. On ne savait pas, on n'en avait jamais entendu parler. Alors, quand une maladie émerge, automatiquement, ça interroge le corps médical quand même. Hein, bon. Donc il s'est trouvé plusieurs même, ils n'étaient pas deux, aujourd'hui ils sont deux, mais ils ont été plusieurs au départ, à s'interroger sur cette maladie nouvelle. Alors c'est une maladie qui atteint les muscles, c'est une maladie neuromusculaire, qui est invalidante, qui provient de l'aluminium. Donc ça maintenant c'est prouvé. Et elle est évidemment beaucoup moins grave que la SLA, ça ne se compare pas. Mais c'est tout de même une maladie qui fait que les gens ne peuvent plus travailler, qu'ils sont obligés de s'arrêter, qu'ils sont en invalidité, qu'ils perdent leur boulot, qu'ils souffrent, qu'ils ont des douleurs, qu'ils perdent la mémoire. Il y a des troubles cognitifs, ça c'est assez caractéristique de la myofascite. Ils ont du mal aussi à fixer leur attention, hein. Il y a une fatigue cérébrale en quelque sorte. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme manifestation? Encore une très grande fatigue, hein, qui rapproche ça aussi de ce qu'on appelle le SFC, qui est le syndrome de fatigue chronique. Ça en fait un peu partie, c'est assez proche. Hein. Et donc, c'est à l'hôpital Henri Mondor que finalement... Alors, comment ça a été? C'est en 2003 qu'il y a eu une étude épidémiologique exploratoire de la myofascite à macrophage, qui a été menée par le département de pharmacologie du CHU de Bordeaux, avec Madame Annie Fourier, et qui était à l'époque financée par l'AFSAP. C'est pour ça qu'on a été étonné qu'ensuite l'ANSM ne veuille pas continuer. Mais enfin bon... Donc, ils tiennent régulièrement chaque année, il y a une réunion avec les professeurs Guérardi et Autier sur ce sujet, et ils donnent énormément d'informations. Ces deux professeurs qui sont donc qui travaillent à Mondor, donc à Créteil, travaille aussi en relation avec des équipes internationales, donc avec le professeur Chris Shaw qui est au Canada, Chris Exley qui est britannique, et Schoenfeld qui est israélien de Tel Aviv. Ils travaillent sur ce qu'on appelle le syndrome ASIA. Alors le syndrome ASIA, ça veut dire auto-immune
inflammatory syndrome, voilà. Et ça recoupe toutes sortes de maladies, comme par exemple celles qui ont été connues sous le nom de syndrome de la guerre du Golfe. Ce sont toutes les maladies induites par des adjuvants, que ce soit l'aluminium ou d'autres, hein, le squalène par exemple. Et donc ils travaillent un peu là-dessus, tous en collaboration, et on espère d'ailleurs que Chris Shaw va venir se joindre à l'équipe de Mont d'Or cette année pour travailler à Créteil avec eux. Donc ça avance, mais ça avance évidemment avec beaucoup de difficultés dues au fait qu'il faut une très grande rigueur scientifique. Ils ne peuvent pas produire en quelque sorte des conclusions sans qu'elles soient véritablement contrôlées. Et donc ça demande énormément de temps, de travail et d'argent bien entendu. Et là ils ont ce qui leur manque, et c'était aussi évidemment beaucoup les financements, parce que les financements, c'est pas les laboratoires qui vont les leur donner, c'est pas l'OMS. Donc c'est qui? Eh bien c'est nous tous, c'est le citoyen, c'est le malade, c'est voilà. Mais il faut des millions pour faire tout ça. Et ça coûte très très cher. Vous me dites que la NSM a refusé de financer des études sur le lien entre l'aluminium et certaines maladies, et pourtant il me semblait qu'ils avaient accepté de le faire, donc qu'en est-il réellement? Oui, c'est par rapport à la myofasciite à macrophage, oui. Oui, ils voulaient... Bon, Marimbert précédemment avait accepté, et Maraminki, qui a succédé à Marimbert à la NSM, hein, ne voulait plus. Bon. Donc, ça allait stopper les études. Or, ce sont des études qui ont commencé avant 1990. Hein, donc, ça aurait quand même été dramatique de tout stopper. Surtout qu'ils ont l'intention de travailler notamment maintenant sur comment dirais-je, les risques de cette maladie chez certains plus que chez d'autres, ou pas du tout même chez d'autres. Enfin voilà, donc déterminer des populations plus sensibles que d'autres à l'aluminium. Alors, quand ils ont vu que ça allait s'arrêter, bon, c'était consternant. Alors les malades de l'association E3M, entraide aux malades de myofasciite à macrophage, hein, E3M, ont décidé de faire une grève de la faim. En finir avec l'aluminium dans les vaccins, c'est l'objectif d'E3M, l'association des patients atteints de myofasciite à macrophage. D'après ces malades, l'aluminium utilisé comme adjuvant dans les vaccins est responsable de leur calvaire. Troubles neurocognitifs, douleurs musculaires et articulaires intenses, il serait un millier en France à souffrir de graves effets secondaires à la suite d'une vaccination. Imaginez-vous simplement avoir une jeune fille qui étudie bien, qui travaille, qui bouge, qui fait de la danse, qui fait de la musique, et que tout cela s'arrête brutalement à 17 ans. C'est le cas d'Oriane. Elle ne peut plus étudier, elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus danser, elle souffre, et en plus, en prime, elle n'est pas reconnue. Car pour l'instant, l'association peine à se faire entendre. Nous avons rencontré tous les responsables santé de tous les partis politiques de l'Assemblée nationale. Tout le monde est d'accord avec nous. Je vous dis, Marisol Touraine, François Hollande se sont engagés avant la campagne, et pourtant rien ne se passe. Il y a un blocage tout à fait incompréhensible. Ce blocage, il vient d'où? Il vient clairement de la NSM, il vient de l'Agence du médicament. Alors ils ont fait une grève de la faim de 19 jours à Paris en décembre dernier, de 2012 par conséquent. Je rappelle incidemment qu'il faisait très froid, qu'il y avait de la neige. Je suis allée les voir, je les ai trouvés dans la neige. Que quelquefois ça descendait à moins 7 degrés. Hein. Ils ont eu pendant un certain temps un car où ils étaient un bus qui louait très 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 cher chaque semaine, donc ils ne pouvaient pas, chaque jour même, hein, donc ils ne pouvaient pas le garder indéfiniment. Ils étaient sous les fenêtres de l'AFP, de l'agence France Presse. On a donc été très étonnés de constater que la France n'a pas du tout été
informé, parce que c'était très très facile, rien qu'en ouvrant les volets de l'agence France Presse, de voir ce car tout blanc, avec tous ces panneaux et tous ces slogans dessus, voilà, continuer la recherche, etc. Finalement, au bout d'un certain temps, ils sont allés faire la grève dehors, hein, carrément, devant le ministère de la Santé. Et là, au bout d'un certain temps, mais il a fallu encore du temps, la ministre, Marisol Touraine, a décidé qu'il fallait continuer les études et que l'ANSM financerait, alors hors budget, mais financerait ces études. Donc ça a quand même été acquis, mais on en arrive à ce point en France, que pour obtenir une étude sur une maladie qui existe, qui est invalidante, hein, qui peut toucher d'autres personnes, puisque si certaines l'ont été, d'autres pourront l'être si on vaccine, si on continue à vacciner avec de l'aluminium. Bon, eh bien, il faut faire la grève, il faut que le malade fasse la grève. On en est quand même, c'est absolument extraordinaire ça. Bon, ça a donc été gagné pour l'instant. Le comité de pilotage est en voie de constitution. Là encore, il y a eu des difficultés, parce que il semblerait que cette étude dérange, c'est incontestable, et que pour éviter qu'elle soit trop dérangeante, il faudrait essayer de l'encadrer, peut-être de la neutraliser, enfin, de veiller à ce qu'elle ne déborde pas un certain cadre. Donc on avait même pensé à mettre à la tête de ce comité de pilotage Madame Autran, professeur Autran, qui est quelqu'un scientifiquement d'incontestable, hein, personne ne conteste ses qualités scientifiques, mais qui a toujours traité les victimes du vaccin hépatite B, que ce soit la myofascite, que ce soit les autres, de fantasmes. Donc si nous sommes des fantasmes, bon, on ne voit pas très très bien pourquoi elle consentirait même d'elle-même, d'ailleurs ça serait bizarre, à piloter ce comité. Donc c'est quand même à peu près obtenu. Maintenant, on espère que dans les jours qui viennent, les études pourront continuer. Pour l'instant, elles sont encore stoppées, mais il y a quand même un certain espoir que ça puisse continuer. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est en cours de négociation. Vous parliez tout à l'heure de la SLA. Y a-t-il des études menées pour montrer un lien entre la vaccination hépatite B et la maladie? Ah non, ça c'est la meilleure. Je vais même vous raconter une histoire. Quand nous évoquons le problème, on nous répond « mais aucune étude n'a prouvé de lien ». Alors je leur réponds « mais bien sûr qu'aucune étude n'a pu prouver de lien, puisqu'aucune étude n'a jamais été faite ». Vous disiez tout à l'heure que pendant leur grève de la faim, les malades étaient sous les fenêtres de l'AFP, et malgré tout, l'affaire avait été loin de faire les gros titres. Quels sont les obstacles qui empêchent la plupart des médias de s'emparer du scandale des vaccinations? Tout à l'heure, on a parlé des conflits d'intérêts chez les médecins. Bon. Il y a des conflits d'intérêts aussi chez les journalistes. Alors, ce sont quelquefois des conflits d'intérêts personnels, parce que, bon, ils se laissent corrompre, disons, hein. Ou bien c'est leur propre journal qui a besoin des finances des laboratoires parce que il y a la publicité par exemple, hein, donc la publicité ça nourrit les journaux. Ça a été le cas du journal Le Monde, parce que le journal Le Monde sur lequel on comptait, c'est le journal de référence, enfin c'est pas n'importe quoi le journal Le Monde. Et la rubrique santé était tenue à l'époque par Jean-Yves Naud, N-A-U, hein, non. Et Jean-Yves Naud, c'était plutôt du copinage qu'il faisait, lui, avec les découvreurs du vaccin. Il les avait connus à Tours. Il faisait ses études de médecine lui aussi. Hein, bon, ils étaient copains depuis très longtemps. Et on n'a jamais réussi à obtenir d'Yves Naud, de Jean-Yves Naud, qui veuille bien, je dirais même pas nous donner une demi-heure, mais nous donner 5 minutes. Un article qui représenterait 5 minutes, si vous voulez, si c'était sur une télévision, enfin, un tout petit article, quelque chose quand même qui attire l'attention
là-dessus. Il y avait quand même eu une demande d'enquête parlementaire sur ce problème-là. Je ne me rappelle pas que Le Monde ait jamais vraiment fait connaître quoi que ce soit. Ça a un petit peu changé maintenant avec Ben Ki-moon, puisque Jean Yvenot a pris sa retraite, mais c'est pas encore ce qu'on pourrait espérer. Alors il y a ça, il y a ce problème-là, puis je dirais tout bêtement le courage, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le courage d'affronter, effectivement, ces monstres internationaux que sont ces gros laboratoires. Hein. Ils ont peur de se faire casser, tout simplement, c'est pas compliqué. Mais il y a des gens, quand même, il y a des journalistes indépendants, il y en a, on en connaît sur les chaînes de télévision, on en connaît aussi qui sont complètement indépendants. Je pense par exemple à Virginie Bell, hein, qui vient de sortir 2 bouquins sur l'aluminium, quand l'aluminium nous empoisonne, et puis un autre, faut-il vacciner nos enfants? Bon, ce sont des bouquins très intéressants, hein, d'autant que le premier, pour ceux qui veulent se renseigner justement sur ce qui se fait à l'hôpital Henri Mondor, résume très bien ce qui s'y fait. Et puis il y a aussi Marie Grossman, hein, qui est chercheuse, elle n'est pas journaliste, elle est chercheuse, mais elle a sorti un bouquin qui s'appelle donc Menaces sur nos neurones, hein, et qui est très intéressant aussi, alors là très scientifique également. Donc il y a quand même des... Si on veut s'informer, on peut s'informer, hein, on peut s'informer. Il y a évidemment Sylvie Simon, hein, alors ça c'est Votre Santé, qui s'appelle aujourd'hui d'ailleurs VVS, hein, Vous et Votre Santé. Ils ont dû changer de titre, je pense qu'ils ont dû avoir quelques petits ennuis. Oui, et puis voilà. Et puis alors, bien entendu, on peut pas oublier quelqu'un comme Michel Georget, avec son bouquin, les vaccinations, les vérités indésirables. Ça, c'est la Bible. Et d'ailleurs, c'est tellement la Bible que ça fait des années que c'est réédité. C'est un bouquin qui grossit de plus en plus, d'ailleurs, parce qu'il incorpore toutes les connaissances, évidemment, qu'il découvre au fur et à mesure. Et puis, en même temps, on peut le trouver dans les facultés de médecine. Hein, c'est bien dommage qu'il ne soit pas vraiment un manuel d'études, carrément. Hein, parce que les médecins ne savent à peu près rien des vaccinations. Ils ont une formation sur les vaccins qui est extrêmement faible et qui est faite principalement par l'industrie pharmaceutique. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de dangers et d'effets secondaires du vaccin hépatite B. Mais alors, ce que je demande, c'est est-ce que c'est quelque chose de spécifique au vaccin hépatite B? Est-ce que le danger des vaccins réside dans le principe même du vaccin ou dans une mauvaise qualité de certains vaccins? Bon, alors déjà, si on parle des dangers des vaccins, sans sombrer dans ce que je dirais un parti pris anti-vaccinal systématique qui me paraîtrait quand même absurde, il faut bien dire qu'il n'y a pas que le vaccin hépatite B qui peut être quand même dangereux. Il y a tous ces vaccins aluminiques. Et c'est quasiment aujourd'hui tous les vaccins qui sont fabriqués, puisque l'adjuvant est presque toujours l'aluminium. Donc ceux qui se font vacciner contre le tétanos, par exemple, courent également des risques. Ce qui s'est passé avec la vaccination hépatite B, c'est qu'elle a été massive en 3 ans. Massive en 3 ans, 22 millions de Français et plus même vaccinés en 3 ans. S'il y a des accidents, forcément ça éclate. Hein. Les autres vaccinations, elles ne se font pas avec cet esprit de système là. Donc, la H1N1, on a vu d'ailleurs que ça n'a pas réussi, hein, bon, ça n'a pas marché. Alors, si on parle du principe, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas médecin. Je tiens tout de suite à le dire. Mais ce que j'ai appris, et qui paraît être une vérité élémentaire, c'est que tout corps étranger qu'on projette en quelque sorte de l'extérieur brutalement dans le corps va essayer de s'en défaire d'une façon ou d'une autre. Donc, selon les individus, il y en a qui vont arriver à le faire assez bien. Moi, j'ai été vaccinée contre l'hépatite B, j'ai rien eu du tout.
Et puis il y en a d'autres qui au contraire vont éventuellement déclarer des maladies plus ou moins graves, des allergies plus ou moins graves, et voilà, donc ça dépend infiniment des individus. Mais le fait même d'introduire un corps étranger, je pense que ça devrait quand même interroger nos médecins. Pour ce qui est de la qualité, alors la qualité, les vaccins d'autrefois, les vaccins d'aujourd'hui, etc. La variole a fait beaucoup de mal, le vaccin contre la variole a fait quand même beaucoup de mal, il y a eu beaucoup d'accidents mortels. Bon, il y en a eu d'autres pour les autres vaccinations, mais elles ne sont jamais notifiées ou pas, ou on ne le sait pas, etc. Bon, donc évidemment, on ne peut pas savoir exactement combien. Mais aujourd'hui, les vaccins ont changé carrément de nature. C'est-à-dire qu'on fait des vaccins recombinants, qui sont des vaccins fabriqués à partir de lignées CHO, qui sont donc des lignées de cellules cancérisées, et que l'on introduit, on nourrit le virus, et enfin tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut nourrir sur des cellules de hamster, ou bien c'est sur des levures, sur des produits animaux. Donc on introduit dans le corps humain des ADN. Enfin, maintenant, on a quand même découvert ce que c'était que le double brin d'ADN, qui est vraiment la marque de l'individu, parce que chacun est un individu et ne ressemble à personne d'autre, d'où ces réactions très très disparates selon les individus. Bon, on introduit des ADN animaux, qui sont donc celui du hamster, par exemple. On se sert aussi de la... Comment ça s'appelle déjà? De la... Je vais vous dire ça parce que je ne veux pas me tromper. Du MMTV, qui est la tumeur mammaire de la souris, hein, pour fabriquer par exemple le Genevac B. Mais c'est affolant. Quand on lit avec... Alors ça, je conseille vraiment le livre de Michel Georget, hein, qui consacre tout un chapitre à la fabrication du Genevac B, mais c'est complètement affolant quand on voit ce que c'est. Alors, ça peut introduire aussi des virus, parce que ces produits animaux, ils peuvent comporter des virus. On se sert même pour le Genevac du SV40, qui est le virus d'un singe. Hein, c'est un virus simiesque. Et nous portons, quand on a été vacciné, on porte du virus de singe en nous. Hein. C'est quand même un peu extraordinaire tout ça. Donc, que tout le monde sache ça, que tout le monde aille lire le livre de Michel Georget, et là vous aurez des renseignements de première main extrêmement intéressants là-dessus. Donc ces vaccins recombinants qui sont fabriqués en somme à partir d'OGM, ils ne sont pas eux-mêmes OGM, mais ils sont faits par transgénèse, donc ils sont produits à partir d'OGM, c'est quand même toujours un peu inquiétant. Voilà. Et là il y a un changement de nature des vaccins qui pose problème. J'ai bien compris que les vaccins étaient souvent très dangereux, mais la vaccination est-elle utile tout court dans ce cas? Sinon, si elle n'est pas utile, comment expliquer la diminution des épidémies ce dernier siècle? La disparition des épidémies ces derniers siècles, et moi je ferais déjà remarquer que les épidémies n'ont pas du tout disparu dans les pays pauvres. Bon, c'est déjà un indicateur, parce que si les épidémies disparaissent dans les pays riches, c'est peut-être qu'il y a une raison qui est justement de ce type. C'est-à-dire que nous vivons quand même beaucoup mieux, nous avons une bonne hygiène, nous n'avons pas la promiscuité qu'ont certaines populations en Afrique ou en Asie, pour se passer entre eux évidemment toutes sortes de microbes ou virus. On a des conditions de vie d'une façon générale qui sont très supérieures, et je pense que c'est ça. Par exemple, regardez cet exemple-là, cet exemple-là est assez frappant. On nous a dit, vous avez vu, c'est magnifique, la vaccination hépatite B a fait baisser le taux d'hépatite B, c'est magnifique, etc. Mais le taux d'hépatite B en France avait baissé avant la vaccination massive de 1996. Tout simplement parce que la raison pour laquelle il y avait tant d'hépatite B dans les années 80
80-90, donc 10 ans, 15 ans avant, c'était le sida. C'était les transfusions sanguines. Et alors, c'est comme ça qu'il y a eu explosion de sida, c'est comme ça qu'il y a eu explosion d'hépatite B. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a dit, il faut faire attention aux transfusions sanguines, il faut veiller à la qualité du sang des poches de sang. Il faut aussi qu'on apprenne aux gens à se laver les mains, il faut qu'on apprenne aussi dans les hôpitaux, il faut qu'on apprenne à mettre des préservatifs contre le sida. Et automatiquement, on a vu effectivement dégringoler l'hépatite B. Et il y a des schémas tout à fait intéressants, notamment qui ont été faits à Lyon. Hein, j'en ai un dans mon livre, voilà, qui montre que quand on a commencé la vaccination hépatite B, la courbe des épidémies d'hépatite B en France était déjà très très basse. Donc on nous a raconté ça pour justifier cette vaccination, mais elle est arrivée après le pic et largement après le pic. Largement après. Alors en regardant vos livres, je vois que vous avez changé d'éditeur. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi? C'était en 2005. Mon dossier noir du vaccin contre l'hépatite B, le premier livre que j'ai sorti, était édité. Hein, il est sorti en 2004, disons, à peu près en octobre. Hein. Et au printemps 2005, j'ai appris que mon éditeur, qui s'appelait les Éditions du Rocher, était racheté par Pierre Fabre, par le laboratoire Pierre Fabre. Grosse surprise. Alors, ce que j'ai appris, eh bien, ça n'était pas que j'étais moi visée, parce qu'à tout prendre, bon, le livre était déjà sorti, on pouvait pas, il existait. On pouvait évidemment faire en sorte qu'il ne soit pas très vendu, mais bon, voilà. Mais le problème, ça a été le livre de Sylvie Simon, parce qu'au printemps, elle devait sortir un bouquin qui s'appelle « La nouvelle dictature médico-scientifique ». Et donc, ça n'a pas plu, bien entendu. Il y a eu rupture du contrat. Dans les conditions de rachat des éditions, il y avait rupture du contrat d'édition de Sylvie Simon. Donc, c'était une façon de l'empêcher d'éditer. Alors, sur le coup, évidemment, elle n'a pas été très contente. Elle s'est demandé si elle arriverait à l'éditer ailleurs. Et c'est comme ça qu'elle est allée l'éditer chez Dangle, donc en 2005. C'est une façon comme une autre de gêner ceux qui voudraient publier quelque chose de dérangeant. Et pourquoi alors après j'ai édité en 2009 et en 2010 chez Marco Pieter en Belgique? Tout simplement parce que Marco Pieter un jour m'a appelé et m'a dit « mais il ne faut pas que votre dossier noir disparaisse complètement, il n'y en a plus, on n'en trouve plus, je vais vous le rééditer ». Alors j'ai dit, bah écoutez, moi je veux bien, mais à la condition que je le réactualise. Parce qu'entre 2004 et 2009, il s'est quand même passé pas mal de choses. Alors il y a des passages qui sont entièrement les mêmes, et puis il y en a que j'ai supprimés, il y en a que j'ai rajoutés, enfin voilà. Et c'est sorti donc chez lui, et alors il y a à la fois maintenant le nouveau dossier noir, ça s'appelle comme ça, du vaccin hépatite B, et puis aussi un livre qui m'a tenu à cœur parce que j'ai voulu parler des fins de vie, dans la mesure où quand on a une maladie comme celle qu'a eu mon mari, donc une SLA, on ne peut pas échapper à ce problème-là. Absolument pas. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on vous demande 10 fois, 20 fois par jour, je n'en peux plus, j'ai lutté assez longtemps, je sais que la partie est perdue, je ne veux plus de cette survie, je ne veux pas qu'on me mette des tubes de tous les côtés pour me nourrir, me faire respirer, etc. et me prolonger indéfiniment comme ça. Il faut savoir que dans la sclérose latérale amyotrophique, on garde la conscience jusqu'au dernier instant. Donc je demande à partir, voilà. Et en 99, les soins palliatifs commençaient à peine, il n'y avait pas... Je me suis heurtée à des difficultés
incroyable. Et finalement, j'ai quand même pu faire en sorte que mon mari est mort comme il voulait, chez lui. Mais ça a été une sacrée épreuve. Donc ce livre-là, Hippocrate si tu savais, ou d'un tabou à l'autre, parce qu'il y a le tabou de la vaccination, hein, bien ça c'est clair, et puis il y a le tabou qui concerne les fins de vie, qui font que, bon, c'est en France, contrairement à ce qui se passe en Belgique notamment, où les choses se passent très très bien, on laisse mourir souvent les gens. Ça va mieux depuis quelque temps, mais c'est quand même pas tout à fait acquis encore, et c'est très très dur. Depuis 2001, les victimes d'un vaccin obligatoire peuvent bénéficier des prises en charge de l'ONIAM si elles font une déclaration. Mais qu'en est-il réellement? Et deux autres questions subsidiaires. Est-ce que cela concerne aussi toutes les victimes qui ont été vaccinées dans les années 90? Et les personnes qui ont subi une vaccination qui n'est pas formellement obligatoire mais fortement recommandée par un médecin, sont-elles aussi concernées par cette mesure? Théoriquement, l'ONIAM c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, il ne doit pas tenir compte il doit théoriquement rembourser, enfin indemniser les gens quand il y a un accident. Bon, alors le problème, c'est rare s'il le fait. Déjà, pour pouvoir le faire, il faudrait qu'il ait suffisamment de crédits. C'est pas garanti qu'il les ait. Ensuite, il y a quand même quelque chose d'assez troublant dans cette histoire d'ONIAM. C'est que l'ONIAM a été créé donc par Kouchner, hein, dans une intention tout à fait louable. Mais il y a une date coup près. C'est-à-dire que si l'accident médical, que ce soit vaccination ou autre, a eu lieu avant le 5 septembre 2001, ne sont pas pris en compte. Or, ça représente pour nous 80% des victimes du vaccin hépatite B, ça représente les victimes du sang contaminé, de toutes les victimes, en somme, qui se sont retrouvées dans une situation de ce genre avant le 5 novembre 2001. Là, ils ne sont pas du tout pris en compte. Ils n'existent pas. Voilà, c'est très clair. C'est désolant, mais c'est comme ça. Nous n'existons pas. Qu'en est-il pour les victimes donc d'avant 2001? Est-il possible pour elles, par exemple, d'aller en justice? Pour aller en justice, il faut en avoir la force morale, la force financière. C'est vrai qu'il y a des cas très différents selon les tribunaux devant lesquels on porte plainte. Parce qu'il y a 36 tribunaux possibles, tribunal de la sécurité sociale, civil, pénal, ONIAM, on a tout ce qu'on veut. Pour nous, ce que nous avons constaté au REVAB, Réseau des victimes du vaccin hépatite B, c'est que presque toutes les demandes sont déboutées. Presque toutes les plaintes sont déboutées. Il y en a eu quelques-unes quand même qui ont été reçues et les gens indemnisés, mais c'est vraiment une telle minorité. Je ne sais pas si on les compte sur les doigts des deux mains, c'est bien le maximum. Et quand on voit le nombre de personnes vaccinées, qui sont des milliers et des dizaines de milliers, avec quand même beaucoup d'accidents, on se dit que la majorité des gens... Et le pire, c'est que même quand on est débouté, c'est déjà pas rigolo, parce qu'on s'est battu pendant des années et on n'y arrive pas. Mais quelquefois, on est amené à payer tous les frais. On rembourse même éventuellement, dans certains cas, les frais d'avocat du laboratoire. Alors ça devient énorme. Ça devient énorme. Je connais un cas, ça a été une sclérose en plaques d'ailleurs, hein, Arlette, hein, quand elle a appris qu'il fallait en plus qu'elle dédommage le laboratoire qu'il avait mis qui lui avait valu cette maladie extrêmement invalidante. Bon, elle était quand même pas très heureuse, d'autant qu'elle n'avait pas les moyens. Alors, il y a ça, et ça pose le problème de la justice en France, et notamment dans le domaine
médicale. Parce que les juges ne sont pas des médecins. Donc, ils vont chercher des informations chez les médecins. Et selon que vous avez un médecin super vaccinaliste qui va vous expliquer que c'est très très bien et qu'il ne faut surtout pas lever le lièvre, bon, vous aurez un tel jugement. Dans d'autres cas, c'est d'ailleurs la majorité des cas, hein, parce que les pressions sont très fortes sur les juges. Alors, il y a aussi tout un vide juridique sur les questions médicales. Par exemple, moi j'ai perdu mon mari, d'accord. Je voudrais pouvoir porter plainte pour homicide involontaire, mais je ne peux pas. Les qualifications des faits, ça s'appelle. Hein. Bon, donc homicide involontaire, c'est pas possible, ça ne sera pas plaidé, ça ne peut pas être reçu, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste atteinte involontaire à l'intégrité physique ayant entraîné une ITT, donc c'est un arrêt de travail, hein, supérieur à 3 mois, non-assistance à personne en danger, administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique, faux et usage de faux, tromperie et falsification, recherche biomédicale non consentie, publicité trompeuse de nature à porter atteinte à la santé publique, mise en danger de la vie d'autrui. J'ai calculé, ça en fait 9. C'est pas mal. Ça, c'est pour le pénal. Hein. Ce sont les qualifications pour lesquelles le procès est engagé à propos de mon mari. Mais l'homicide involontaire, c'est impossible, on ne peut pas. Il est pourtant mort, mais on ne peut pas. Donc il y a ça qui pose quand même un peu de problème. Et puis alors, il y a le pôle de santé publique de Paris pour ce qui est du pénal. Et le pénal risque de commander un peu tout. Parce qu'à partir si par exemple nous perdons au pénal, je me demande ce qu'il adviendra des dossiers civils, par exemple. Hein. Parce que ça fera un précédent terrible. Si on dit par exemple il y a un non-lieu, on ne peut pas se prononcer, etc. Bon, si on ne peut pas se prononcer, qu'est-ce que ça va valoir pour les autres? Je pense que c'est très important que nous ne perdions pas. Or, vous savez, on a entendu parler que Madame Berthella-Geffroy allait peut-être être obligée de quitter ce pôle alors qu'elle y travaille depuis extrêmement longtemps, que c'est elle qui porte à elle toute seule tous les dossiers de santé publique, de tous les scandales de santé publique variés, très diversifiés que nous connaissons en France, depuis la vache folle jusqu'à autre chose, l'amiante, etc. Et qu'elle n'a absolument pas les moyens de se battre là-dessus. Alors, justement, je voudrais comparer, parce qu'elle le fait elle-même, et elle a parfaitement raison, de comparer à l'Italie. Alors, en Italie, je vais vous dire ce qui s'est passé. Les Italiens, je vous lis simplement un petit paragraphe de mon livre, qui s'appelle donc Le dossier noir, celui de 2004. Le professeur Poggiolini, alors le professeur Poggiolini, c'était celui qui était à la direction du médicament, donc l'équivalent, si vous voulez, de la DGS chez nous, hein, direction du département du médicament. Eh bien, il avait touché à l'époque des sommes hallucinantes, s'élevant à plus de 60 millions de dollars, et bénéficié de multiples avantages, dont un hélicoptère mis à sa disposition. Et voilà. On a appris aussi que donc il y a la condamnation, l'inculpation et la condamnation à plusieurs années de prison ferme, tenez-vous bien, de Francesco De Lorenzo, qui était donc ancien, et de Paolo Cirino Pomicino. Alors, Paolo Pomicino était ancien ministre du budget. Poggiolini, lui, était donc à la tête du direction des médicaments, comme je viens de le dire. Voilà. Donc, ce sont des hauts responsables qui ont été condamnés pour avoir touché des pots de vin par rapport à la vaccination hépatite B. Et ça, c'était en 1998. Donc, l'Italie, qui a une justice indépendante, alors qu'en France, la magistrature debout, c'est-à-dire les procureurs, dépendent tous pour leur carrière du garde des Sceaux, hein, et donc du pouvoir politique.
sont certainement beaucoup moins favorables aux causes des victimes, hein, puisque pour eux, malgré tout, bon, ils défendent quand même, en gros, les lobbies, il ne faut pas le cacher. Donc il y a d'ailleurs, pour nous, on a une centaine de dossiers bloqués au parquet par le procureur de Paris. Hein. C'est quand même important, ces dossiers bloqués. Et on ne sait pas combien de temps ça va encore pouvoir durer. Je vous ai parlé de l'Italie et de ceux qui ont été condamnés par rapport au vaccin hépatite B, parce qu'ils ont reçu de l'argent et après ils ont rendu obligatoire la vaccination hépatite B en Italie. Et il y a eu le même phénomène à peu près qu'en France. Bon. Là, c'est plus tard. C'est en 2000. Non, c'est en 2004. Oui, c'est beaucoup plus tard. C'est quand même en 2004, au moment où mon livre est sorti d'ailleurs. SKB, devenu GSK, GlaxoSmithKline, fait actuellement l'objet en Italie d'une monumentale enquête de police. Et ça, on ne le voit jamais en France. Hein. On ne voit jamais une monumentale enquête de police chez les laboratoires. Ça n'arrive pas. 2900 médecins seraient concernés. 37 employés de GSK Italie et 35 médecins qui ont été inculpés pour corruption. 80 visiteurs médicaux accusés de versements illégaux à des médecins pour les convaincre de prescrire les produits de la firme et non pas les génériques correspondants. En Grande-Bretagne, le British Medical Journal et le Guardian, 13 février 2003, en ont parlé. Mais personne, une fois de plus, dans la presse hexagonale, sauf, enfin, en octobre 2003, Philippe Rivière, dans Le Monde diplomatique, je cite la fin de son article. Au cours de son enquête, la police a mis à jour un système informatique élaboré, dénommé Giove, Jupiter, qui permettait aux représentants commerciaux de la firme de suivre, à travers les commandes en pharmacie, les prescriptions des médecins qu'elle avait payées. Et d'après le BMJ, 13 000 heures d'enregistrement téléphonique montraient une relation étroite entre les prescriptions et le montant des cadeaux obtenus par les médecins. Visite médicale au Grand Prix de Monte-Carlo ou aux Caraïbes, versement en liquide de sommes allant jusqu'à 1500 €. Et Philippe Rivière de conclure, l'Italie cas isolé. Des affaires similaires ont fait surface aux États-Unis et en Allemagne. Il ne cite même pas la France. Voilà. Donc, quand on voit les efforts que font les Italiens pour enquêter, pour savoir ce qui se passe dans le domaine de la santé, ça aboutit à des condamnations, et qu'on voit Madame Bertella-Geffroy se plaindre, elle, d'être pratiquement toute seule au pôle de santé publique, à gérer non pas une affaire de santé publique, mais toutes les affaires de santé publique qui lui tombent dessus en même temps. Alors, je l'avais rencontrée, c'était, il y a maintenant quand même à peu près 6-7 ans facilement, au TGI de Paris. Nous avons porté plainte, nous ne sommes pas, enfin, ma famille, mais il y a énormément de familles qui ont porté plainte au pénal. Et ça n'avance pas, ça ne progresse pas. Alors comment ça se passe? D'abord, on a eu l'expertise de Marc Girard, une excellente expertise, très fouillée, très riche, faite avec le souci d'aller voir sur place comment les choses s'étaient passées. Il y a eu des perquisitions dans les centres de pharmacovigilance, notamment à Strasbourg, qui est un centre important. Bon, 400 pages de rapport. J'ai mis 15 jours à le lire. Hein. Très riche. Ça n'a pas plu évidemment au laboratoire. Alors les laboratoires ont demandé l'annulation de cette expertise. Ils ne l'ont pas obtenue. Ils ne l'ont pas obtenue, elle est toujours valable, elle est toujours utilisable, elle est toujours là. Par contre, ils se sont attaqués, comme ils ne pouvaient pas s'attaquer au fond
parce que le fond était indiscutable, ils se sont attaqués à l'auteur pour le déstabiliser. Et là, ils ont obtenu quelques condamnations, mais dans le civil. Ils ne pouvaient plus, par exemple, faire d'expertise pour certains malades. Ça lui a été interdit. Et puis, ils l'ont véritablement harcelé, persécuté, enfin, il a pris des avocats, ça a été terrible. Quant à nous, de notre côté, chaque fois qu'il y avait un acte qui permettait à la procédure d'avancer un tout petit peu, il y avait de la part du laboratoire la contre-attaque, la remise en cause, alors appel sur appel et appel sur appel, et comme ça ils gagnent du temps et ils prolongent indéfiniment la procédure, de telle sorte qu'on a ces procès comme celui de l'amiante, c'est pareil, comme celui du sang contaminé, ça a été pareil, comme celui de l'hormone de croissance, ça a été pareil. N'oublions pas que pour l'hormone de croissance, ça a mis 20 ans à venir en procès. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Le principal responsable, il est mort, généralement dans ce cas-là, on ne va pas le poursuivre, ou alors il est tellement vieux qu'on va avoir pitié de lui. Et puis les gens s'y intéressent plus, c'est de la vieille histoire. Donc les laboratoires, ils gagnent comme ça. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un système pénal qui peut pas marcher. Alors, est-ce qu'il marcherait mieux si, par exemple, on donnait aux gens et aux juges le moyen de regrouper les actions en justice par des actions de groupe, comme ça se fait un peu aux États-Unis d'ailleurs, où ça marche très bien. Mais ça marche même tellement bien aux États-Unis qu'en France, les laboratoires n'ont pas du tout envie qu'on adopte le même système, ou un système proche. Hein. Là-bas, quand ça cogne hein, avec les actions de groupe. Nous, on vient modestement, chacun de son côté, chacun isolé, dire voilà, il m'est arrivé ça, je voudrais quand même qu'on fasse la vérité là-dessus. Et ça fait autant de petites vérités côte à côte parallèles qu'il faut traiter séparément parce qu'on ne peut pas traiter globalement. Alors évidemment, Madame Berthelin-Geffroy est complètement débordée et on ne pouvait rien faire de mieux pour l'asphyxier que de la mettre à la tête de ce pôle de santé publique sans personne pour l'aider. Elle a pratiquement personne, elle s'en plaint suffisamment. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, hein, j'ai une de ses interviews ici sous le nez. Chaque fois que je fais une mise en examen, il y a requête en annulation. Regardez, pour l'instruction éternelle, j'ai été dessaisie, j'ai été annulée de toutes mes mises en examen. Il a fallu que les parties civiles aillent jusqu'à la Cour de cassation pour que tout ça soit cassé. Le dossier est gelé depuis 1 an et demi. Je ne parlerai pas d'autre chose, j'irai trop loin. C'est tout le temps comme ça. Alors, on lui a posé la question, mais alors d'où ça vient? Elle pense que ça vient effectivement quand même du système des dysfonctionnements du système de la justice en France. Ça, et pour elle, ça vient de la hiérarchie, à laquelle elle est soumise en quelque sorte. Hein. Alors, comme elle le dit, les qualifications ne sont pas adaptées en France. Je vous l'ai dit tout à l'heure à propos des qualifications. En Italie, la Cour de cassation a fait adapter les qualifications. Ça, c'est une grande avancée pour l'Italie. J'aurais pu être magistrat italien, car mon mari est italien. Je ne vais pas le faire maintenant. J'aurai plus de boulot à faire en France qu'en Italie, car en Italie, ça marche. Et effectivement, en France, ça ne marche absolument pas. Elle le rappelle qu'en Italie, par exemple, le magistrat qui s'est occupé de l'amiante avait 30 enquêteurs, experts et magistrats pour l'aider. Et il faut en plus qu'elle demande au ministère de l'Intérieur de bien vouloir lui réserver, par exemple, peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures d'enquête par un policier, pour qu'elle ait un policier à déplacer. Donc c'est absolument ahurissant. On est dépendant en France pour la carrière du ministère de la Justice, non seulement le parquet, mais les magistrats du siège aussi. Et les enquêteurs sont dépendants du ministère de l'Intérieur, c'est lui qui dit il faut tant d'enquêteurs pour telle affaire.
Alors évidemment, si on ne veut pas l'aider à pousser l'enquête un peu plus loin, ben on lui donne pas les moyens de le faire et elle ne peut rien faire. Donc ça, c'est quand même très grave, cette situation de la justice en France, alors que ces questions sont des questions majeures de santé publique. Quand on voit les scandales de santé publique se succéder à un rythme absolument effarant, et que personne n'est jamais puni. Regardez Servier, en ce moment, on n'arrive pas, les malades n'arrivent pas à se faire indemniser. C'est ahurissant. C'est ahurissant. En sachant que dans nos pays où on a quand même un certain accès à la justice, les victimes de vaccins ont autant de mal à se faire entendre, qu'en est-il de pays plus pauvres? Notamment, on dit souvent que l'Afrique est la poubelle de nos vaccins. On sait que le vaccin contre la grippe A ont été beaucoup revendus à des pays plus pauvres. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Je pense que tout ce qu'on a dit là-dessus a toute chance d'être vrai. C'est vrai que l'Afrique reçoit des lots de vaccins qui généralement sont ceux dont on ne veut plus, par exemple ceux qui contiennent du mercure, parce qu'en gros quand même on a à peu près supprimé le mercure, pas complètement, mais enfin bon, en général. Alors ces lots, qu'est-ce qu'on en fait? On va peut-être pas les perdre, donc il faut trouver évidemment des gens qui veulent bien les accepter. Alors là, puis alors, bon, il y a surtout ce qu'on peut appeler la vaccination de troupeau en Afrique. Alors quand on sait que chaque individu est un individu, qu'il faut veiller justement à ne pas faire des vaccinations de masse complètement aberrantes, bon, on peut penser que ces vaccinations de troupeaux qui se font en Afrique, elles font certainement des victimes. Alors on nous expliquera que le nombre des victimes n'est pas très important par rapport au nombre d'individus sauvés. Alors déjà, c'est toujours le problème de la notification et de la pharmacovigilance. Je ne sais pas comment elle marche dans les pays d'Afrique, mais comme elle marche déjà pas bien en France, ni dans les pays européens, un peu mieux quand même en Angleterre, je pense que là-bas, ça ne doit pas du tout être suivi. Hein. Alors, il arrive des accidents, effectivement, aussi. Ça, moi, j'en connais au moins un, hein, le petit Marocain, là, qui avait été vacciné par Angérix B contre l'hépatite B. Mais il n'y avait pas que lui, hein, là-bas. Il y a eu d'autres enfants qui ont été touchés également. Et puis, il y a, par exemple, moi, ce que j'ai appris récemment, quand même, qu'il y a eu 38 enfants hospitalisés, là, en décembre 2012, c'est tout récent, parce qu'ils avaient reçu un vaccin MEN-Afrivac, contre la méningite, et qui se sont retrouvés paralysés. Bon, alors évidemment, tout de suite, la réponse a été « Ah non, non, il n'y a aucun rapport, etc. C'est un hasard, c'est pas de chance, c'est une coïncidence, mais le vaccin n'y est pour rien. » Et puis aussi ce rapt de 131 enfants, là, tout récemment au Malawi, où on les a raflés pour les vacciner contre l'avis des parents ou sans prévenir les parents. Enfin bref, ce sont des pratiques qui peuvent exister là-bas, malheureusement, hein, et sur lesquelles on n'a pas beaucoup de contrôle. Alors il y a une association qui s'appelle Survie, hein, Survie France, et qui, de temps en temps, il faut qu'on les prévienne, il faut qu'on leur dise faites attention, il se passe ceci ou cela. Je ne suis pas sûre qu'ils en tiennent compte, il y a tellement de problèmes. Et ils sont plus branchés sur les problèmes du pétrole, sur le problème des matières premières qu'on va chercher en Afrique. Enfin, il y a une exploitation de l'Afrique incontestable, c'est sûr. Vous avez parlé en Afrique de rafles d'enfants pour tous les vacciner, d'un bébé au Maroc, mais on dit parfois que les vaccins sont moins dangereux pour les enfants. Qu'en est-il réellement? Ça, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, ça m'est difficile de répondre à une question comme ça. Il semble que les accidents soient moins nombreux concernant les enfants. Apparemment, ça paraît être ça. Mais d'un autre côté, il y a quand même eu des accidents graves chez les enfants. Et nous, on en a quand même quelques-uns, dont je vous ai parlé du petit Marocain, là, qui est vraiment complètement paralysé, hein, et qui ne s'en remettra jamais. Hein. Le cerveau est détruit, le corps est détruit, tout est détruit chez cet enfant. Il y a eu aussi au Maroc, chez nous, il y a eu 2 enfants, hein,
qui sont morts d'aplasie médullaire avant 1900, enfin en 95, 16 à peu près. Hein. Ils sont au pénal avec nous d'ailleurs à Paris, les parents. Il y a eu Petit Raphaël, il y a eu aux États-Unis, chez nous, hein, le Petit Raphaël. Il y a eu la petite Sarah qui est une cousine, non, c'est la cousine de Nada. Il y a eu une autre Marocaine qui s'appelait Nada, qui a été malade, mais elle n'a pas porté plainte, la famille n'a pas porté plainte. Quand les parents portent plainte, on ne sait rien, hein, c'est très bien caché, donc on ne sait rien. Mais là, on l'avait su quand même, parce que, bon, c'est une époque où, et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein. Au Maroc, ils ont une chance assez sensationnelle, c'est de tomber sur une presse qui est très très attentive à ces questions-là, qui a toujours soutenu la cause de ce petit gamin marocain qui s'appelle Ashraf, hein, et qui nous a permis de connaître d'autres cas au Maroc, effectivement. Donc la petite Nada, la petite Sarah, qui est la cousine de Nada. En France, on a eu Quentin, on a eu Raphaël. Il y a des enfants en Russie, il y en avait un en Tchétchénie, qui s'appelle Cédric. Bon, il y a eu des enfants touchés. C'est sûr que, quand on les compte, apparemment, il n'y en a pas beaucoup. Mais est-ce que on mesure les conséquences de ces vaccins à très long terme? C'est sur une vie qu'après, on pourra voir si vraiment il y a eu des conséquences ou pas, mais c'est peut-être pas dans les toutes premières années. Enfin, il y a eu des ceps infantiles, hein, des scléroses infantiles en France. Et puis, n'oublions pas aussi les enfants allemands qui se trouvaient donc, qui ont reçu l'Hexavac. Hein. Alors, l'Hexavac, c'était un vaccin polyvalent. Hein. Il avait hexa, il avait 6 valences, comme d'ailleurs l'Infanrix hexa qui restait lui dans le commerce. Hein, pour les enfants, mais l'Hexavac, lui, a tué des enfants en Allemagne. Alors, on nous a raconté que c'était simplement qu'on avait retiré le vaccin, c'est l'EMEA au niveau européen qui a retiré le vaccin, parce qu'il y avait une valence, celle de l'hépatite B, qui n'était pas assez efficace, enfin bon, mais en réalité, ça c'était une couverture, parce que la vérité, c'est bel et bien que ces enfants sont morts. Il y a eu des témoignages tout à fait clairs des médecins qui l'ont soigné, qui l'ont suivi au Maroc et qui ont fait une autopsie et ont constaté l'état du cerveau. Ils ont été tués par l'Hexavac, ça, il ne faut pas qu'ils nous racontent des histoires. Concernant les bébés, je voudrais attirer l'attention sur les conseils que donne un pédiatre du REVAB, hein, du réseau des victimes du vaccin hépatite B, pédiatre à Caen, qui recommande aux parents de faire très très attention à un certain vaccin qui s'appelle l'Infanrix hexa, qui a donc 6 valences, dont l'hépatite B, que certains médecins prescrivent, dans la mesure où on sait très bien qu'aujourd'hui, des polio et tout ça, ça pose des problèmes, donc on peut recourir à d'autres vaccins qui ont toutes les valences, et hop, c'est fait en une seule fois, donc le bébé ne souffre qu'une fois, c'est merveilleux, mais il y a le vaccin hépatite B, et quelquefois les parents ne savent même pas qu'il y a cette valence de virus, enfin d'hépatite B, et le découvrent après, évidemment, sont assez furieux. Donc ça, je recommanderais volontiers, d'ailleurs à tout le monde, d'aller sur le site du REVAB, REVAHB, d'aller aussi sur le site de E3M, c'est pas compliqué, c'est E3M, hein, qu'on peut trouver très facilement, et où l'on trouve beaucoup d'informations de ce genre. Alors, il y a eu aussi des films, un film tout à fait intéressant, mais qui n'a pas eu l'écho, enfin disons, qui n'a pas été assez connu de la population, une fois de plus, c'est toujours un peu pareil, et qui s'intitule « Silence aux vaccines ». C'est un film qui a été fait par une Canadienne qui s'appelle Lina Moreko, et qui n'est pas vraiment passée dans les salles de cinéma, alors qu'elle intéresserait toute la population, tout du moins toute la population des parents, des familles.
Et puis il y avait eu aussi, mais ça c'était sur France Culture, mais ça je ne sais pas si on le retrouvera encore aujourd'hui sur Internet, une émission, les docs, ça s'appelle comme ça, l'après-midi, d'Inès Léraud, justement une excellente étude qui a duré le temps des docs, c'est-à-dire que ça dure quand même un certain temps l'après-midi. Et ça, si on peut le retrouver encore, c'était sur France Culture il y a quand même 2 ans à peu près, hein, et c'était vraiment très très bien fait. Avez-vous contacté ou avez-vous prévu de contacter des journalistes, des reporters, afin de monter un documentaire télévisé, par exemple? Je tente de le faire. C'est arrivé d'ailleurs même que je sois reçue. J'ai été reçue autrefois, c'est vieux, par Yves Calvi, là, sur son émission C'est dans l'air, avec Marc Girard, le docteur Marc Girard. Oui, bon. J'ai été interviewée par Europe numéro 1, hein, avec Madame Berthela-Giffroy et Roger Langlais, bon, d'autres fois aussi dont je ne me rappelle pas tout à fait. Si je suis à la disposition des gens qui veulent, mais il y a tellement de gens qu'on pourrait aussi interroger, qui sont tout aussi aptes que moi, et plus encore, pour répondre à toutes ces questions. Alors, ne trouvez-vous pas que les vendeurs de vaccins jouent beaucoup sur la peur et la culpabilité? La culpabilité, vous n'aimez pas vos enfants, ou la culpabilité, si vous ne vous faites pas vacciner, vous risquez de propager une épidémie. Oui, oui. Ce sont leurs 2 moteurs essentiels, hein. La peur, effectivement, joue énormément, et la culpabilité. Donc, vous n'aimez pas vos enfants, c'est connu, vous ne les vaccinez pas, bon, hein. Et puis aussi, donc, la culpabilité, c'est à cause de vous, les épidémies, etc., etc. Bon. C'est quelquefois, d'ailleurs, on tombe dans l'absurde complet. Par exemple, je connais une famille qui n'habite pas très très loin d'ici d'ailleurs, je crois qu'elle habite en Isère, pas loin de la Savoie, dont les enfants n'ont pas pu aller à l'école pendant toute l'année parce qu'ils n'étaient pas vaccinés contre le DT polio. Les parents n'en voulaient pas. Et il y a eu, malheureusement, dans les familles qui mettaient leurs enfants à l'école, des gens pour dire « oulala, vos enfants ne sont pas vaccinés, donc ils vont contaminer les nôtres ». Mais ce qu'on n'avait pas compris, c'est que eux, leurs enfants sont vaccinés. Alors s'ils sont vaccinés, ils ne peuvent pas être contaminés par ceux qui ne sont pas vaccinés. Bon, enfin, quelquefois on tombe en plein absurde, et ça, on est dans le domaine de l'absurde, incontestablement. Et on parle aujourd'hui de mettre au point des vaccins, alors contre la grippe évidemment, mais contre l'alcool, contre l'obésité, contre l'anorexie, le tabagisme, le sida, l'hyperactivité, l'homophobie. Ça a l'air d'un filon très prospère. Ah, pour le filon, il n'y a pas mieux. Alors par exemple, je pourrais vous dire, parce que je peux quand même vous donner quelques chiffres qui sont tout à fait récents, enfin qui sont récents, mais qui sont connus depuis pas longtemps, mais qui ne sont pas tout à fait récents. En 2008, les laboratoires ont gagné, enfin on a dépensé, la sécurité sociale, hein, a dépensé 780 millions par an. Donc l'État a dépensé ça, hein, pour les vaccins. Et là, il n'y a pas le prix des consultations, et surtout pas le prix des accidents, puisque les accidents arrivent si peu fréquemment, et sont si minimes en général, la petite rougeur au point d'injection. Bon, alors ça on compte pas, hein, mais rien qu'en coût de vaccin, 780 millions pour la sécurité sociale en 2008. Pour la grippe, on a vendu 9 millions de doses, une dose à 25 €, donc 240 millions d'euros. Bon, l'ensemble de la prévention coûte 5,450 milliards, dont 6,5% pour les dépenses de santé. Voilà, donc ça coûte très cher, pour une efficacité qu'il faudrait calculer, qu'il faudrait évaluer. On nous dit toujours qu'évidemment ça protège beaucoup, mais ça peut coûter extrêmement cher. Par exemple, dans certains cas, il faut 220 millions d'euros
pour sauver seulement 2 vies. On arrive quelquefois à des calculs complètement fous. Mais ça, cet argent-là, l'industrie pharmaceutique en veut, parce que sur les autres plans, c'est-à-dire la découverte de nouvelles molécules, de médicaments nouveaux pour soigner, depuis qu'il a découvert les antibiotiques, l'industrie pharmaceutique, elle ne découvre plus rien. Donc c'est là le jackpot. Le jackpot maintenant, c'est le vaccin. Et là, ils sont prêts à tout faire, ils ont 200 projets de vaccins en cours, hein, et il va y en avoir absolument pour tout, je pense, pour la calvitie, pour tout ce que vous pourrez imaginer, éventuellement pour des maladies qu'on va fabriquer, parce que ça existe. Il y a eu une époque où, je ne sais plus, c'était peut-être Bayer, je ne sais plus lequel c'était exactement, qui avait inventé la DSF. La DSF, c'était la dysfonction sexuelle féminine. Comme ils avaient vu que comment ça s'appelle pour les hommes, le Viagra fonctionnait, ils se sont dit, mais pour les femmes, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, ils avaient inventé la DFS, dysfonction SF, dysfonction sexuelle féminine. Voilà. Alors, ça n'a pas pris quand même, parce que c'était tellement gros que ça fait rigoler tout le monde. Parce que s'il y a des dysfonctions sexuelles féminines, on peut penser que ce n'est pas uniquement dû non plus. Il y a tellement de conditions de société, de travail, de rapport du couple, etc. qui entrent en jeu, que soigner ça avec un vaccin ou avec un médicament, c'était quand même un peu bizarre. Voilà, donc je vous dirais, pour en finir, hein, ne me parlez plus de toutes ces créations qui nous annoncent. La cour est pleine, vous en avez jeté beaucoup là, hein. Maintenant la cour est pleine, on peut peut-être se dire que stop.